Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jusqu'au 1er juillet, le musée du Louvre à Paris propose... C'est le musée du Luxembourg. Et j'ai dit du Louvre, oui, d'accord. À Paris propose une grande exposition consacrée au grand peintre Tintoret. Et Franck Ferrand nous l'a fait visiter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis déjà intervenu. Du coup, vous voyez, nous allons visiter cette exposition par la pensée, puisque physiquement nous sommes restés rue François 1er. Mais pour vous faire voir les grandes toiles de Tintoret, nous disposons de notre arme secrète. Serge Legat est avec nous. Et tout à l'heure, vers la fin de l'émission, Lorena Martin nous emmènera à Venise, sur les traces du maître. Et oui, et quant à moi, comme tous les mercredis, je reviendrai aux origines d'un terme, d'un mot, etc. En l'occurrence, le nom même du Louvre, qui, somme toute, n'est pas étranger à la peinture et qui vous a induit en erreur, Anissa. Le 31 mai 1594, donc 6 ans avant l'arrivée du XVIIe siècle, meurt Tintoret dans sa maison qui est au cœur du quartier de Cannaregio, dans le nord de Venise. Le peintre est inhumé en grande pompe dans la crypte familiale de l'église de la Madonna dell'Orto, où se trouve d'ailleurs, sur le côté sud de l'abside, une de ses œuvres, Le Jugement dernier. Ça faisait de nombreux mois que Tintoret avait moins de goût au travail, depuis la mort en couche de sa fille Marietta précisément, c'est-à-dire depuis 4 ans déjà. Marietta avait travaillé avec lui, elle était à côté de son père dans l'atelier, elle était peintre mais aussi musicienne, chanteuse, bref elle avait tous les talents cette jeune femme, au point d'ailleurs que Tintoret avait jugé utile de la marier à un marchand d'art vénitien parce qu'il se disait que si elle restait libre trop longtemps, elle finirait par être engagée comme portraitiste dans une cour européenne, comme ça se faisait beaucoup. À sa mort, Tintoret, disons-le, est un des derniers représentants de l'apogée artistique vénitien. Et cet apogée se situe bien sûr au XVIe siècle durant lequel les artistes ont littéralement joué des coudes pour obtenir les commandes les plus prestigieuses. Il y avait encore beaucoup d'argent dans les caisses de la Sérénissime République, il y avait beaucoup de commandes et de grands maîtres qui étaient là, qui se battaient les uns contre les autres. Tintoret a eu un maître qu'il a voulu surpasser, qui est Titien, et il a eu, comment pourrait-on dire, un rival, un concurrent, en tout cas un autre grand peintre avec lequel il a eu beaucoup de mal, qui était Véronèse. On va voir tout ça dans un instant. Alors on ne sait pas quelle année Tintoret était né. Je dis Tintoretto de son vrai nom Jacopo Robusti. Pendant longtemps, on a situé sa naissance en 1512, mais on pense aujourd'hui plutôt que ce serait vers 1518 ou 1519. On ne sait pas non plus grand-chose de l'enfance de Tintoret. Ce qui est certain, c'est que Jacopo Robusti est issu d'un milieu modeste. Il est, comme l'indique son nom, le fils d'un teinturier. Il est donc le petit teinturier, il Tintoretto, en français, le Tintoret. Je dis le Tintoret, on disait le Tintoret jusqu'à une période récente, et puis là, depuis quelque temps, on a pris l'habitude d'enlever tous les articles sur les noms des peintres. Vous avez vu ça, donc on dit Tintoret tout court. Pour quelle raison, entre nous soit dit, je ne sais pas vraiment, mais c'est comme ça. Pendant longtemps, on a prétendu que Tintoret a été apprenti dans l'atelier de Titien, même chose, on dit plus le Titien, bon. Titien, c'est le peintre qui domine complètement la scène artistique vénitienne. Il a été renvoyé assez rapidement car Titien était, disait-on, jaloux du talent du jeune homme. Et même peut-être que Tintoret aurait pu manquer de respect au maître. En fait, tout ça semble appartenir plutôt à la légende. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Tintoret travaille dans l'atelier du peintre Bonifacio de Pitati et que, pendant ces années d'apprentissage, il fait un travail considérable. Il travaille, c'est un laborieux, si vous voyez ce que je veux dire. Il dessine beaucoup, notamment d'après des sculptures antiques ou d'après des œuvres de Michel-Ange. On peut dire que, d'ailleurs, avec Titien, Michel-Ange sera l'une des influences marquantes de Tintoret. On dira de son atelier plus tard qu'il est le dessin de Michel-Ange et la couleur de Titien. Et c'est vrai que c'est un assez beau résumé, somme toute, d'un art qui, vous le verrez, va quand même très au-delà de tout cela. À 20 ans, il a le titre de maître peintre. Il s'installe au Campo San Cassiano. On est dans le quartier de San Polo. San Polo, c'est le cœur même de Venise, au cœur de la ville. Il se cherche, bien entendu. Venise, encore à l'époque, et c'est le cas depuis 3 siècles à l'époque, est le poumon économique de l'Europe. C'est le carrefour absolu. C'est là que se croisent les commerçants du monde entier, venus du monde entier et partant pour le monde entier. Donc, Tintoret se cherche.
Dans la conversion de Saint Paul, par exemple, il s'inspire directement pour la figure de Paul d'un carton de tapisserie qui aujourd'hui n'existe plus, mais c'était un carton que Raphaël avait réalisé sur le même sujet et qui était conservé à Venise justement à l'époque. Et dans la même œuvre, on voit que il s'inspire beaucoup de l'Adoration des mages de Léonard de Vinci. Bref, il cite, il emprunte, il tâtonne, c'est encore normal. Quand même, le petit homme, parce qu'il est petit, il est barbu, le petit barbu, devrais-je dire, travaille beaucoup. Il lit des traités d'architecture, il étudie notamment l'effet de la lumière et de l'ombre sur un volume. Il va pour ça faire des petites figurines en plâtre, en cire, beaucoup en cire, en terre aussi, et il les met dans des espèces de cartons, si vous voulez, dans des petites maisons de carton, qu'il éclaire avec des lampes extérieures pour pouvoir faire jouer la lumière et travailler sur les reliefs. Vous voyez, et les modeler, etc. Donc un homme qui travaille, il va aussi jusqu'à disséquer des cadavres pour observer les positions des membres et des muscles. Il est très ambitieux. Vasari, l'incontournable, Vasari raconte à propos de Tintoret, il a rencontré Tintoret en 1542. Et dans ses vies des meilleurs peintres, il nous dit « Agréable dans tout ce qu'il fait, il est dans son art le cerveau le plus original, le plus capricieux, le plus prompt et le plus résolu, en un mot, l'esprit le plus démesuré qu'ait jamais connu la peinture. » Si ça n'est pas un hommage, Tintoret va multiplier les commandes. Il peint en 1547 une scène pour la confrérie de l'église San Marcuola, toile imposante qui fait plus de 4 de nos mètres. On peut dire que toutes sortes de personnalités le sollicitent. Pour les fabricants de coffres installés sous les portiques de la place Saint-Marc, il va peindre des décors de meubles, des décors pour les meubles. Pisani, le banquier Pisani, lui commande pour son palais le décor d'un grand plafond à caisson sculpté, ce qu'on appelle les grands plafonds à l'italienne, tels qu'ils se font à l'époque, etc. Même l'Arétin, vous savez, le grand auteur, l'Arétin, le sollicite. Seulement, le peintre hésite car il sait que l'Arétin est très proche de Titien et que donc il n'aime pas son travail. Tintoret va donc inviter l'Arétin dans son atelier pour peindre son portrait. L'Arétin prend à peine la pose que Tintoret s'approche de lui muni d'un poignard. Et là, l'Arétin s'affole et Tintoret le rassure. « Calmez-vous, lui dit-il. Je veux juste prendre vos mesures. Vous êtes haut de 2 poignards et demi. » L'Arétin rétorque « Vous êtes un grand cinglé, toujours à jouer des tours. » Son ami Andrea Calmo, qui écrit par ailleurs des pièces pour le théâtre, écrira « Tel un grain de poivre qui recouvre à somme et vaut l'arôme de 10 bottes de pavot, ainsi vous excellez parmi les peintres, vous êtes du même rang que les vous êtes du même sang que les muses. » Voyez à quel point, de son vivant, cet homme-là est apprécié et l'inventivité foudroyante de scènes qui nous paraissent maniéristes mais qui à l'époque étaient tout simplement nouvelles, neuves, qui renversaient les codes établis, bien tout ça fascinait les contemporains. En 1548, Tintoret se voit confier pour la première fois de sa vie une œuvre monumentale. Il va travailler pour la Scuola Grande di San Marco, qui est une des grandes scuole vénitiennes. Vous savez, c'est que scuole, ce sont les confréries vénitiennes qui exercent des activités caritatives, qui réunissent les gens. C'est le Rotary ou le Lions Club de l'époque, si vous voulez. Tintoret réalise le miracle de l'esclave, une œuvre dans laquelle Saint Marc va sauver un esclave sur le point d'être supplicié pour avoir osé vénérer les reliques, les fameuses reliques de Saint Marc. Et on peut dire que l'œuvre, qui est très vaste, sitôt accrochée, fait scandale. Tintoret aurait préféré que ce soit des applaudissements qui l'accueillent, bien entendu. L'Arétin lui écrit « De même qu'il n'est pas de nez si enrhumé qu'il ne perçoive la fumée de l'encens, de même il n'est pas d'homme assez aveugle pour ne pas être stupéfait par le relief que vous avez su donner à la figure nue qui gît à terre, offerte aux cruautés du martyr. Ses couleurs sont la chair même, ses traits sont parfaitement dessinés, son corps est vivant. Ne vous laissez pas aller à l'orgueil, car ce serait abdiquer tout désir d'arriver à une plus grande perfection, et bien heureux votre nom si vous pouvez ramener la rapidité de l'exécution à la patience du travail, comme c'est bien dit. Et Tintoret, vous voyez, bénéficie quand même du soutien d'un certain nombre de ceux qui savent penser, qui savent juger, qui ont de l'esthétique. Tintoret est en train de devenir, disons-le, l'artiste majeur de la Sérénissime République de Venise. Et bientôt,
Alors qu'il s'inscrit directement dans les pas de Titien, vous l'aurez compris, il va voir surgir sur sa route celui qu'il ne pourra considérer que comme un rival. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie du peintre Tintoret et plus précisément ses rapports avec Titien et sa rivalité avec Véronèse. Nous sommes donc au milieu du XVIe siècle. Quelle est la place de Venise à cette période ? La place de Venise, la première. Non, j'exagère un peu, mais vous savez, Venise, à l'époque, quand on dit Venise aujourd'hui, c'est devenu une ville de province, Venise, même si c'est la plus charmante ville du monde. Mais à l'époque, c'est la capitale d'une république, et une république commerçante très importante, très étendue dans tout le bassin méditerranéen, bien entendu. Et la ville en tant que telle n'est que la capitale de cette république, bien sûr. C'est un centre commercial très important. La ville compte 150 000 habitants au début du XVIe siècle, vous imaginez ça ? Mais elle est déjà en déclin. Elle va décliner définitivement à partir de la célèbre opération de la bataille de Lépante, vous savez, la bataille de la Sainte Ligue contre les Ottomans en 1571. Le commerce maritime est en train tout simplement de se déplacer. Il était intense dans la Méditerranée. Avec les grandes découvertes, il se déplace vers les océans et vers l'Atlantique, bien sûr. Et les marchands anglais, hollandais, etc. font maintenant une concurrence directe à Venise. Quant à l'Empire ottoman, il menace partout les possessions de la Sérénissime. Vous voyez que c'est difficile politiquement. Sur un plan artistique, en revanche, Venise reste tout à fait à l'apogée à l'époque et dans tous les domaines. Au début des années 1550, Tintoret a la trentaine passée, donc maintenant, il est un des artistes les plus en vue de la Sérénissime, il enchaîne les commandes, il peint très vite, il a tendance à casser un peu les prix, ce qui évidemment lui vaut une grande clientèle, notamment au sein de l'élite vénitienne. Il peint si vite d'ailleurs qu'il y a des morceaux de tableaux, c'est assez intéressant. Vous savez, sur toutes les parties où il applique des couches de couleurs un peu larges, vous voyez encore la trame de la toile, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de pigments. Tintoret est un homme efficace. Et c'est un homme qui, sur le plan privé, est comblé. Il est marié à la fille du grand marguillier de la Scuola di San Marco, donc du grand chambellan, si vous voulez, de cette confrérie. Ils vont avoir 8 enfants ensemble. Et il n'a pas vraiment de rival, puisque Titien a dépassé la soixantaine, qu'il a abandonné les grands travaux décoratifs et que maintenant, il se consacre à ses princes, si je puis dire. Vous savez qu'il va peindre les portraits de Charles Quint, de son fils Philippe II d'Espagne, etc., des grands mécènes. Donc, Tintoret est en train de travailler pour une autre confrérie, la Scuola Grande di San Rocco, il réalise un Saint-Roch guérissant les pestiférés, et là, il a la surprise de voir Titien intervenir pour faire valoir son appartenance à la confrérie. Titien qui va proposer de peindre une grande composition pour orner la salle de réunion, parce que Titien est comme tous ces vieux maîtres qui ne veulent pas se laisser monter sur les pieds, il ne veut pas voir Tintoret débarquer à sa place. En fait, la composition en question, il ne la fera jamais, mais c'est pas grave, il est là quand même, j'allais dire, pour ennuyer le monde. Plus grave, au milieu des années 1550, un jeune artiste, celui-là à une vingtaine d'années, commence à faire parler de lui, c'est Paolo Cagliari. Et vous vous dites, ah bon, mais qui c'est ce Paolo Cagliari? Oui, vous le connaissez sous un autre nom, puisque ayant été formé à Vérone, on le connaît sous le nom de Véronèse, bien entendu. Lui aussi reçoit beaucoup de commandes, lui aussi travaille au palais des Doges, au cœur du pouvoir vénitien, et la confrontation entre les deux hommes, vous l'imaginez, est inévitable. Qui est l'arbitre de cette confrontation ? Ça va être Titien, bien sûr. En 1556 est lancé un concours pour le plafond de la grande salle de lecture de la bibliothèque de la ville, juste en face du palais des Doges, donc tout près de la basilique Saint-Marc. 21 tondi, ce qu'on appelle un tondi, c'est une toile totalement ronde, de forme circulaire. 21 tondi doivent être peints. 7 artistes ont été chargés de livrer chacun 3 tableaux. 7 x 3, 21. Et ceux qui contrôlent les opérations sont l'écrivain dont je vous parlais tout à l'heure, l'Arétin, Titien bien entendu, et puis l'architecte Sansovino. Comme Titien n'aime pas Tintoret, il va l'écarter du projet. C'est donc Véronèse qui est retenu, qui remporte même un prix sous la forme d'une chaîne d'or. Aïe, aïe, aïe. Oui, voyez, ça commence à devenir désagréable cette affaire. Et Tintoret, avec une rage qu'on ne lui avait pas connue jusqu'alors, réalise dans la foulée les peintures de l'église de la Madonna dell'Orto, notamment le Jugement dernier, dont Vasari nous dit qu'il est d'une invention extravagante. Je cite Vasari.
Les innombrables personnages de tout âge et de tout sexe qui sont entassés dans cette étrange composition ont vraiment quelque chose de terrible et d'effrayant. Tintoret y introduisit la barque de Caron, mais de la manière la plus neuve, la plus originale. Cette capricieuse invention serait un prodige si le dessin était correct et si les détails étaient traités avec le même soin que l'ensemble qui exprime avec bonheur la confusion, le tumulte, l'épouvante qui régneront au jour suprême. Voyez comme Vasari est capable de glisser de sacrées vacheries au milieu de ce qui a l'air d'être un compliment. Là encore, Tintoret n'est pas exigeant du point de vue financier. Pour la voûte, il demande 100 ducats, alors que rien que les fournitures lui coûtent 5 fois la somme. Autrement dit, il est perdant. Ah ben oui, il fait ce qu'on appelle nous aujourd'hui du dumping, vous savez. Véronèse a également des commandes, et sa réputation est faite avec les noces de Cana. Vous imaginez ce sublime noces de Cana, peintes en 1563 et qui aujourd'hui sont un des fleurons du musée du Louvre à Paris. D'ailleurs, on dit qu'au premier rang des noces de Cana, Véronèse aurait peint le quatuor. Vous savez, les musiciens qui sont là au premier plan seraient Véronèse, le Bassan, donc Bassano comme on dit, Tintoret et Titien. Certains ont mis ça en doute, mais ça paraît quand même très probable. Les deux artistes n'ont pas du tout le même style, il faut bien le dire. Les scènes du Tintoret sont fougueuses, pleines d'éclat, dynamiques. Elles jouent sur le clair-obscur, sur les positions fantasques, sur les perspectives étranges. Les corps sont nerveux, tourmentés, agités. Ils sont électrisés même. Au XIXe siècle, Théophile Gautier nous dira « Tintoret est le roi des violents. Il a une fougue de composition, une furie de brosse, une audace de raccourcis incroyable, et le Saint-Marc peut passer pour une de ses toiles les plus hardies, les plus féroces. » En ce sens, Tintoret tourne un peu la page de la Renaissance. Il influencera notamment Caravage et d'autres artistes baroques. Véronèse reste plus classique, si vous voulez. Ses scènes sont nettement plus rangées, plus posées et combien plus lumineuses. Je cite Vincent de Lieuvin. Formé lui aussi à l'école du maniérisme d'Italie centrale, Véronèse a su garder un goût pour l'équilibre de la composition, la mesure des formes, et possède surtout un extraordinaire sens de la couleur intense, lumineuse. Comme Tintoret, il a un sens aigu de la mise en scène. Mais au lieu de la fonder sur de puissants contrastes d'éclairage et des mouvements tournoyants, il la structure par des architectures antiquisantes, une lumière diffuse, un coloris clair qui donnent à la narration un rythme plus serein. La sérénité lumineuse du côté de Véronèse, l'agitation tourmentée et surprenante du côté d'un Tintoret qui va constamment chercher l'assentiment de son spectateur, qui va essayer de prendre constamment au col celui qui se doit d'être happé par ses compositions. En mai 1564, concours de nouveau, organisé cette fois par la Scuola Grande degli San Rocco, pour décorer le centre du plafond de la salle de réunion, le grand centre ovale. 4 peintres ont été retenus et parmi les 4, Véronèse et Tintoret, bien entendu. Ils doivent proposer chacun un dessin une maquette, si vous voulez, un modello, comme on dit, comme disent les gens du métier, pour voir ce que ça pourrait donner. Et une fois de plus, Tintoret ne fait pas l'unanimité. Il y a même un des donateurs de la fondation, de la Scuola, qui accepte de donner 15 ducats à condition qu'on écarte Tintoret du groupe des concurrents. Vous voyez un peu. Eh oui, mais ce qu'a pas prévu ce monsieur, c'est que Tintoret, pour cette commande, va faire usage de la ruse, d'une ruse suprême, d'une ruse contre laquelle personne ne peut rien. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire d'un peintre. Ce peintre, c'est Tintoret. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, à Venise, et il y a une véritable guerre. C'est une concurrence qui est entre Véronèse et Tintoret. Mais Tintoret, malgré le génie que l'on connaît aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il va tricher, disons les choses. Appelons un chat un chat. Les autres arrivent gentiment avec leurs petits dessins. Ouais. Oui, et lui, il montre le plafond. Il y a un grand carton qui a été placé dans l'emplacement de l'ovale au cœur du plafond. Et quand on enlève le carton, le tableau, il est fait.
Il l'a peint carrément, il l'a déjà fait installer là-haut. C'est très malin. Ah bah oui, sauf que bon, ça s'appelle toujours un peu ce besoin qu'a Tintoret de forcer la main. Si vous voulez, d'ailleurs, bien vite, il va devenir membre de cette confrérie. Il se verra confier la décoration, le décor, devrais-je dire, des 2 grandes salles de l'édifice, la salle capitulaire et le rez-de-chaussée. C'est spectaculaire, il faut aller voir tout ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance de visiter ça il y a pas très longtemps avec Serge Legas, figurez-vous. Tintoret va travailler plus de 20 ans sur ces décors et réalisé 60 œuvres. La Scuola Grande di San Rocco est pour Tintoret sa chapelle Sixtine à lui, si vous voulez. Ne confondons pas tout néanmoins. Je dirais, vous me permettrez d'ajouter toute proportion gardée. Tintoret ne travaille pas seulement à la Scuola Grande di San Rocco, il s'occupe aussi notamment de festivités de la ville et au moment de la victoire sur les Turcs à la bataille de Lépante dont je vous parlais tout à l'heure, cette bataille qui va mettre un terme à l'expansion ottomane en Méditerranée, eh bien c'est lui qui est chargé de mettre en scène une immense procession de quelques 340 personnes avec des tableaux vivants, etc. Il réalisera des portraits officiels aussi, celui du roi de Pologne devenant roi de France Henri III par exemple, ce qui rappelle un peu l'attitude de Titien à l'égard de Charles Quint. Tintoret est également chargé de décorer la salle du Palais des Doges après les grands incendies de 74 et 77. Et là encore, il est en concurrence avec Véronèse. À partir de 1575, Venise est la proie d'une terrible épidémie dont les victimes vont se compter par centaines et avec des noms célèbres puisqu'il y a une des victimes qui s'appelle Titien, figurez-vous, qui meurt en 76 à 88 ans. Tintoret a été un peu son concurrent d'une certaine manière, mais il est très ému par cette mort. En 82, il est un des 5 artistes en lice pour réaliser une immense toile destinée à la salle du Grand Conseil au Palais des Doges. Là, on ne plaisante plus. Et qui va être choisi ? Eh bien, c'est Véronèse qui remporte la commande avec le bassan d'ailleurs. Ce sera la dernière fois que Tintoret et Véronèse seront en concurrence puisque Véronèse meurt en 1588. Et à ce moment-là, Tintoret va récupérer la commande et réaliser une toile absolument magistrale qui s'appelle Paradis. Paradis, un titre. Paradis, un thème prémonitoire pour celui qui bientôt s'en ira rejoindre là-haut, Véronèse et Titien. Bonjour Serge Legas. Bonjour Franck, bonjour Anissa. Bonjour Serge. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, la Scuola Grande di San Rocco, c'est quelque chose de très spectaculaire à Venise où l'on peut voir jusqu'où se déploie le talent de Tintoret qui veut constamment surprendre et qui veut constamment séduire son spectateur, c'est ça en fait. Oui, c'est le sens de la mise en scène qui est particulièrement visible dans cette Scuola Grande di San Rocco et c'est, comme vous l'avez très bien dit, l'endroit qui est le plus beau musée au monde pour Tintoret puisqu'il a travaillé toute une partie de sa fin de carrière sur ces décors. C'est vraiment l'apogée de la maturité de Tintoret et c'est un ensemble qu'il va prolonger du premier étage au rez-de-chaussée avec toute une succession de thèmes passant du Nouveau Testament à l'Ancien Testament et tout ça donne une vision absolument brillante, étonnante, surprenante, crépusculaire, encyclopédique et avec une force et une violence qui est parfois totalement étonnante et très très étrangère. Vous en parliez au talent qui est le talent de Véronèse. Ah oui, Véronèse est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Tintoret, ça explose dans tous les sens. Et puis il tord les personnages, il les fait voler, si je puis dire, dans tous les sens. Oui, et puis il y a aussi une différence foncière. Véronèse, c'est le peintre d'une Venise qui est celle des patriciens. C'est une Venise luxueuse. La haute société. C'est la grande société, c'est lumineux, c'est clair, c'est aristocratique. Au contraire, Tintoret travaille les sujets religieux avec une notion éminemment plébéienne. On a des scènes, vous avez par exemple à la Scuola Grande di San Rocco une scène extraordinaire qui est tout bêtement l'Annonciation. Et vous avez la Vierge installée dans une pièce dont les murs sont des murs où le crépi est tombé, dans les enduits ont disparu. À côté de la Vierge, il y a une chaise dont le canage est totalement défoncé. On est dans un monde qui est un monde des gens modestes. Et ça, c'est la différence. Véronèse, c'est le luxe. Tintoret, c'est le drame. Et il y a également une religiosité chez Tintoret très très forte qui n'est pas forcément présente chez Véronèse, qui est plus extérieure à la notion religieuse. Nous allons revenir sur les origines de Tintoret parce que j'ai très peu parlé de son enfance, mais c'est peut-être là que se cache ce besoin de reconnaissance à tout crin qu'il a du début à la fin de sa vie, animé. Europe
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h sur Europe 1, au cœur de l'histoire du peintre Tintoret. Nous sommes en Italie, au XVIe siècle, avec votre invité Franck Ferrand, qui va nous éclairer sur cette peinture. C'est Serge Legat, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Et il y a une exposition à voir en ce moment, l'exposition Tintoret, naissance d'un génie. C'est jusqu'au 1er juillet au musée du Luxembourg à Paris. Et cette exposition est réalisée à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Tintoret. Alors justement, est-ce que c'est bien le 500e anniversaire? J'allais dire que c'est un peu le paradoxe, puisque on pensait que la date de naissance était donc 1518, on est maintenant quasiment certain que c'est 1519. Donc l'exposition a un tout petit peu d'avance. C'est un 500e anniversaire qui a un tout petit peu d'avance. Alors, Tintoret est le petit teinturier, comme son nom l'indique, comme son surnom l'indique. Oui. Son père était teinturier. Est-ce que c'est un personnage important, riche? Comment ça se passe? Non, justement, c'est ce qui est très à part par rapport à Tintoret, c'est qu'on est dans la classe que l'on appelle à Venise la classe des popolani, c'est-à-dire grosso modo 80% de la société vénitienne, une classe qui n'a pas le droit à la vie politique. On est dans le monde du peuple, et Tintoret est vraiment de cette extraction modeste qui est la sienne. Ça explique à mon avis beaucoup d'ailleurs ce besoin qui sera cette réussite à tout craint que Tintoret, il faut qu'il soit reconnu, il faut qu'il remporte les concours. Et puis aussi une chose, c'est que contrairement à beaucoup d'artistes, il n'est pas dans ces dynasties de peintres ou d'artistes. Lui est issu d'un milieu qui n'a rien à voir, enfin, si tant est que le monde des teinturiers n'a pas un lien avec la couleur, oui, mais on est dans un autre domaine. On est entre l'artisanat, les artistes, et ça c'est aussi la grande différence. Est-ce que ça pourrait lui donner notamment une liberté supplémentaire par rapport à un certain nombre de ceux qui sont ses rivaux? C'est-à-dire que cette inventivité à tout craint, elle serait en partie liée à une forme de virginité? Il y a peut-être ça, mais il y a, je pense, surtout un caractère. Tintoret est un personnage qui a un caractère ambitieux. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui va loin. Vous avez expliqué beaucoup des supercheries dont il est capable, des tromperies, l'aventure du Saint-Roch, oui. de la. Alors petit détail d'ailleurs que je rajoute, il a même fait une chose supplémentaire. Quand la gloire de Saint-Roch est présentée et il présente une peinture et non pas un dessin, en plus il dit qu'il en fait cadeau à la scuola. Ah oui, c'est vrai. Et une scuola n'a jamais le droit de refuser les cadeaux. Donc il n'y a plus de concours, puisqu'il a dit que de toute façon c'était un cadeau. Évidemment, le concours s'arrête. Fureur absolue de ses rivaux. Véronèse en tête, Zuccarello, Salviati sont fous furieux parce qu'ils sont supplantés par Tintoret. Il a passé son temps à casser les prix. Si je puis dire, il a un peu cassé le marché de la peinture. Complètement. à Et Venise, c'est une chose qui le fait détester de ses rivaux artistiques, parce que il faut reconnaître que c'est assez détestable en soi. C'est détestable. Et c'est vrai que le phénomène de l'argent n'est pas le moteur principal. On pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui a besoin d'affirmer sa position financière. Non, c'est la position de grand maître. Et puis, il y a cette image du commandeur qui est Titien. Il faut arriver à dépasser le maître. On a dit longtemps qu'il avait été l'élève de Titien. C'est comme ça qu'on présentait les choses autrefois. Aujourd'hui, on dit non, finalement non. Non, ça on le laisse de côté. Alors l'histoire qui voudrait que Tintoret soit l'élève de Titien, ça venait du premier biographe de Tintoret, qui est Carlo Ridolfi, et qui mentionne d'ailleurs un passage très court dans l'atelier de Titien. Or là, on pense que c'est tout à fait faux, et c'est effectivement chez le peintre que vous avez mentionné, Bonifacio de Pitati, chez lequel il aurait vraiment fait ses classes. Et d'ailleurs, on le retrouve sur les chantiers qui sont les chantiers du peintre de Pitati, où lui-même commence à travailler, et puis quand le maître n'est plus présent, c'est Tintoret qui continue et qui devient l'artiste des différents endroits où il travaille. Alors nous avons, lorsque nous parlons de peintres italiens, nous avons l'habitude d'essayer de voir ce qu'ils empruntent à telle et telle école, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils sont au service de grands seigneurs, etc. Lui, pas du tout. Lui, c'est l'homme de Venise, il bouge pas de Venise. C'est l'homme de Venise. Ça, c'est la grande différence avec Titien, qui ira à Rome pour faire le portrait du pape Paul III, qui ira à Augsbourg pour faire les portraits de Charles Quint et également par la suite de Philippe II. Vraiment, Tintoret, c'est le peintre de la Lagune. Il est à Venise, il reste à Venise. Toute sa carrière est une carrière vénitienne. Et pour connaître Tintoret, il faut d'ailleurs aller à Venise. Vous avez mentionné Théophile Gautier, qui parle de l'admiration de Delacroix pour Tintoret. Quand on sait que Delacroix n'a jamais mis les pieds en Italie de sa vie, Tintoret, il ne pouvait pas très bien le connaître, puisqu'on ne peut voir Tintoret qu'à Venise. Oui, toutes les grandes compositions, les grands décors, tout ça, c'est à Venise, et ça ne peut pas bouger. Absolument, ce sont des décors immenses, et puis qui sont in situ. Oui, qui sont peints sur les boiseries, etc., qui sont même parfois marouflés, enfin bref, c'est indéplaçable.
Tintoret va avoir aussi un autre maître, si je puis dire, qu'est Michel-Ange. Michel-Ange, et je précise, pas spécialement Michel-Ange le peintre, Michel-Ange le sculpteur. Ah, ça, c'est là. Je pense que c'est vraiment la source d'influence extérieure à Venise la plus forte. Michel-Ange, on le trouve dans tous les canons esthétiques des personnages, les musculatures des personnages masculins Où sont est-ce qu'il a vu totalement des Michel-Ange, michelangelesques. Alors c'est là où bien évidemment il y a cette étonnante vision qui est comment connaître Michel-Ange. Alors il faut savoir qu'à l'époque évidemment les formules voyagent beaucoup. N'oublions pas le rôle de la gravure. La gravure fait circuler les formules. On n'est plus du tout dans On appelle les formules pour nos auditeurs, faut expliquer. Oui, les références qui sont vraiment les images et l'œuvre de Michel-Ange est une œuvre tellement célèbre qu'elle est gravée très tôt et qu'elle circule à travers toute l'Europe. Et Tintoret connaît cette œuvre. Donc il connaît les sculptures de Michel-Ange via la gravure. Et absolument. Et puis il est fasciné par ce travail. Alors il y a aussi une chose, Tintoret est un des personnages qui est tout à fait au cœur d'un grand débat, qui est un débat qui anime Venise comme les autres centres, c'est le fameux Paragone. Quel est l'art le plus important entre la peinture et la sculpture pour imiter la vie? Et donc, certains considèrent que c'est la sculpture, d'autres considèrent que c'est la peinture. Alors, à Venise, on dit que c'est la peinture parce qu'au fond, un tableau sur un seul plan peut montrer différentes positions dans l'espace. La sculpture, pour la voir, il faut en faire le tour. Donc, il faut se déplacer autour de l'œuvre pour voir les différents plans. Alors que la peinture peut, grâce aux artifices comme la perspective, le raccourci, montrer ces éléments. En plus, la peinture, elle est couleur de la vie que la sculpture n'a pas forcément. Donc il y a une supériorité de la peinture. Mais c'est vraiment le type même de débat purement théorique et vain. Ah, mais on était passionné par ça. Mais passionné, c'est vraiment un thème qui au XVIe siècle anime tous les cénacles artistiques. Eh ben Tintoret, il était un petit peu les deux, lui. C'est-à-dire que il peint, mais il peint de manière sculpturale, en faisant une très grande attention au modelé et au relief. Absolument, et vous l'avez très bien expliqué, quand il crée ces petites maquettes avec des figurines de cire, de plâtre ou de terre, il prépare une sorte de mini-théâtre qui est la composition picturale à venir. Et donc il utilise ces maquettes, ces figurines, avec les sources de lumière différentes qui permettent de déjà spatialiser l'objet et le sujet et de mettre en valeur la position qui sera celle du personnage sous tel ou tel éclairage. Parce que Tintoret, c'est un grand maître luministe. Une des clés de la peinture de Tintoret, c'est la lumière. Savoir d'où vient la lumière et comment elle est utilisée dans ces toiles. Ce qui explique pourquoi il va être à l'origine de tout le mouvement caravagesque plus tard, etc. Et toute la grande descendance de Tintoret jusqu'à Gréco aussi. Jusqu'à Gréco, bien sûr. Gréco qui est passé par Venise, ne l'oublions pas. En tant que peintre d'icônes. C'est assez frappant de voir que nous avons fait 43 minutes sans prononcer le terme maniériste. Nous allons nous rattraper. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il y a une exposition à ne pas manquer jusqu'au 1er juillet à Paris, au musée du Luxembourg. Cette exposition retrace le talent de Tintoret. Tintoret, la naissance d'un génie. Et cette exposition, nous la découvrons grâce à vous, Franck Ferrand, et votre invité Serge Legard. Et vous avez bien noté le titre de l'exposition, Naissance d'un génie, c'est-à-dire que c'est le tout premier Tintoret, c'est celui qui n'a pas encore atteint la pleine possession de son art, la pleine maturité de son génie, que nous découvrons au musée du Luxembourg, Serge Legard. Et c'est, je pense, l'une des choses les plus fascinantes dans l'exposition, c'est que nous sommes sur les 15 premières années de la carrière de Tintoret, donc on est très très tôt. Tintoret avant Tintoret. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, les grands chefs-d'œuvre dont vous avez parlé, dont j'ai commencé à parler, la Scuola de Saint-Marc, la Scuola surtout de Saint-Roch, évidemment ne peuvent pas du tout être évoqués dans l'exposition puisqu'on est avant. Et c'est aussi une exposition passionnante parce qu'on voit d'ailleurs à quel point Tintoret est un peintre qui par moment a déjà une maîtrise exceptionnelle de la forme, de la couleur, de la lumière. D'autres tableaux sont des tableaux beaucoup plus modestes, pour ne pas dire par moments des tableaux nettement inférieurs. Il y a des différences de qualité. Alors ça, pour les amateurs de peinture, c'est merveilleux, parce qu'on voit déjà le génie en herbe, et puis on voit des tableaux plus besogneux. Il y a des choses maladroites. Besogneux, c'est le terme. C'est un peintre qui a beaucoup travaillé, et j'ai envie de dire, certaines de ses compositions, heureusement pas toutes, sentent un peu l'huile de coude quand même. Oui, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Et puis il y a aussi une chose, Tintoret a auprès de lui très tôt des collaborateurs, et l'exposition d'ailleurs ouvre un peu une brèche qui serait l'idée que dans certains tableaux, même dans les tableaux de jeunesse, il y aurait un certain Giovanni Galizzi qui serait déjà un artiste qui travaille auprès de Tintoret à partir de 1544, et
on pourrait considérer que certaines des parties les plus faibles des tableaux soient plutôt données à Galizzi qu'à Tintoret. En tout cas, il est certain que Tintoret a cette notion d'atelier qui restera d'ailleurs jusqu'à sa mort, puisqu'il aura entre autres dans son atelier ses propres enfants. Alors Serge, dans vos cours d'histoire de l'art, que diriez-vous d'une copie qui parlerait de Tintoret sans employer le terme maniérisme? Ça serait bizarre, non? Je dirais que maintenant c'est une grande erreur. À une époque, ça aurait pu être acceptable puisqu'on faisait plutôt de Tintoret un peintre de la Renaissance. Maintenant, on prend conscience que l'œuvre finale de Titien, l'œuvre de Tintoret s'inscrivent beaucoup plus dans le maniérisme que dans la Renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le maniérisme? Alors, c'est un terme assez difficile à définir. D'abord, le mot vient du terme italien maniera, c'est-à-dire qu'à la base, c'est censé être un art à la manière des grands maîtres. Comme on a eu cette génération absolument spectaculaire, un art de citation. Voilà, les Léonard, les Raphaël, les Michel-Ange, les Titiens, eh bien au fond, les jeunes artistes devraient travailler à la manière de ces grands maîtres. Et comme on est dans une époque de remise en cause politique, il y a eu le sac de Rome en 1527, remise en cause religieuse, la montée de la Réforme depuis 1517, eh bien au fond, on va être non pas dans un art à la manière d'eux, mais un art qui très très vite devient un art indépendant, original, surprenant, un art totalement coupé de la réalité, et ce qui aurait dû être à la manière d'eux devient un art très très différent de l'esprit de la Renaissance. Et c'est ça le maniérisme. Il y a toujours dans l'art cette tension entre mimétisme et fantasia, entre la volonté de s'approcher de la ressemblance et la volonté de créer des choses étonnantes, la fantaisie, la fantasia. Le maniérisme est plutôt de cette deuxième catégorie. Totalement, on n'est pas du tout dans le mimétisme, et d'ailleurs, la réaction anti-maniériste, ce sera en tête Caravage, qui lui revient à un art de la réalité et du réalisme. Donc là, on est dans un art très coupé de l'observation mimétique de la société, des objets, des personnages. On est dans un monde qui est un monde de la création artistique au sens plein du terme. On a souvent dit de la peinture vénitienne, il suffit d'aller se promener à l'Accademia pour s'en rendre un peu compte, que c'est une peinture qui manquait de psychologie, qui manquait de profondeur et qui surtout manquait de religion par rapport à d'autres villes d'Italie. On ne peut pas dire ça de Tintoret. Ah, du tout. Moi, je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus originales de Tintoret, et on le voit dans deux domaines. La peinture religieuse, vous venez d'en parler, est une peinture profondément ressentie. Il y a un sens de la religiosité chez Tintoret qui est sans aucun doute une des différences avec certaines œuvres de jeunesse et de maturité de Titien. Titien deviendra nettement plus religieux vers la fin de sa vie, et pas du tout dans l'œuvre de Véronèse, qui est encore une œuvre plus extravertie. Donc il y a le sens de la religion, et puis alors la psychologie, il suffit de regarder, et là dans l'exposition du musée du Luxembourg, on le voit déjà, les portraits. Tintoret s'intéresse au visage. Ce qui compte pour lui, c'est le rendu des traits des personnages, c'est le rendu de la psychologie du modèle. Pour un peintre vénitien, c'est très étonnant. Tintoret très vite délaisse le décorum. Les fonds d'architecture, les fonds de décor, les somptueux costumes, ça n'est pas son domaine. Ça, il laisse ça à Véronèse. Lui, il travaille sur des visages. Et alors, chose sidérante qui montre que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir chez Tintoret, beaucoup des portraits de Tintoret sont des portraits anonymes. Nous ne savons pas qui sont les modèles. Ce qui à Venise est absolument impensable. D'habitude, on sait très bien qui commande les œuvres. C'est pas le cas pour beaucoup de portraits de Tintoret. Donc, d'après vous, il y a même des portraits gratuits, si je puis dire, qui ne sont pas là pour rendre hommage à un grand commanditaire, mais simplement pour se faire plaisir du point de vue de la peinture. Alors, je pense que c'est, entre autres, on sait que, alors, pas vraiment dans les portraits. Un peu à la Rembrandt, par exemple, quoi, qu'il utilise les personnages de son entourage. Sa fille, Marietta Robusti, celle qu'on appellera la Tintoretta, eh bien, elle a servi de modèle pour plusieurs personnages religieux. Dans l'exposition, on a une présentation de la Vierge au Temple, et sans aucun doute, la petite fille qui symbolise la Vierge, c'est Marietta qui a servi de modèle. Donc là, il utilise des personnages de son entourage. On peut surtout penser que l'œuvre de Tintoret est moins bien connue que certaines œuvres d'autres peintres importants de Venise, et que donc, tout simplement, on a perdu l'idée du nom des commanditaires qui étaient les noms qu'on devrait connaître. Et très souvent, on vous dit portrait d'un sénateur, portrait d'un procurateur de Saint-Marc, parce que l'on a le costume que l'on arrive à reconnaître, mais on ne reconnaît pas l'identité du personnage. Une très grande, des personnages très habités, hein, une très grande perception de l'instinct vital. Voilà, j'irais même plus loin. Je dirais que chez Tintoret, il y a une fièvre. Il y a une fièvre existentielle, et ça, c'est aussi
ce qui montre à quel point il y a en lui cette démarche maniériste plus que Renaissance. On n'est pas dans la sérénité de la Renaissance. La Renaissance, c'était un moment d'une sorte de quiétude idéale. Le maniérisme, c'est un art de l'inquiétude, et Tintoret est un homme inquiet, c'est un homme fiévreux, c'est un homme habité par des drames personnels, par des tensions personnelles, et dans l'expression de ces personnages, ça se sent très nettement. J'ai sous les yeux, parce que je suis en train de feuilleter en même temps le numéro spécial, le hors-série que le Figaro a fait sur l'exposition, là, Très beau sur numéro. l'enfant terrible de Venise, très beau numéro, et j'ai cette invention du corps de Saint-Marc, qui date de 1562-3, semble-t-il, qui est à Milan, en temps normal. On est véritablement chez le Gréco, là. Ah Mais là, c'est vraiment Gréco. Ah, là. c'est absolument frappant. On pourrait croire. Hein. On a ces ombres, cet anamorphisme, et puis tout, les ombres fantomatiques, l'écriture en blanc sur les fonds sombres, ce que Gréco reprend mais totalement. Et comme vous l'aviez dit d'ailleurs, Franck, Gréco est passé par Venise. Évidemment, à Venise, il rencontre l'œuvre de Titien, mais il est un des premiers à être totalement subjugué par Tintoret. Et l'œuvre de Gréco, que ce soit la peinture sacrée ou la peinture profane de portrait, est totalement habitée par les souvenirs de Tintoret. Et c'est vrai que le tableau dont vous parlez montre là aussi quelque chose d'étonnant. Il y a même un côté claustrophobique. On a l'impression d'être au fond d'un tombeau. Il y a pratiquement pas de lumière. On a l'impression qu'on a du mal à respirer dans l'espace qui est l'espace de Tintoret. Il dilate l'horizon et en même temps, par moments, il nous donne une impression de tension dramatique extrême. Et il crève le ciel pour en faire surgir une lumière qui paraît surnaturelle. Des lumières étranges. Quand les Vénitiens sauvent le corps de Saint-Marc à Venise, lorsqu'ils emportent la dépouille de Saint-Marc qui devait être brûlée à Alexandrie, le ciel est orange. On a un orage terrifiant qui s'abat sur Alexandrie pour permettre de sauver le corps de Saint-Marc. Et tout ça est dans une dramaturgie de couleurs qui ne sont plus du tout des couleurs réalistes. Les ciels oranges, on l'aura même à la Scola de Saint-Roch pour l'adoration des bergers, qui est a priori un sujet calme. Eh bien, on a une crèche au toit défoncé avec un ciel orange, des anges fantomatiques qui apparaissent. C'est un monde où le surnaturel est très présent. Et nous voilà de retour à la Scuola Grande di San Rocco. En fait, après avoir visité l'exposition du musée du Luxembourg à Paris, il n'y a plus qu'à prendre l'avion, aller à Venise et à aller voir sur place les grands décors de Tintoret. Il faut tout de suite. Et puis partir à la Scuola Grande, aller au Palais des Doges où l'on peut voir le Paradis, qui est cette dernière grande peinture où Tintoret n'a pas fait grand-chose d'ailleurs. Ce sont surtout ses élèves, dont ses enfants. Mais vous avez l'étude au Louvre. Donc on a au Louvre aussi une merveille qui est l'étude préparatoire du Paradis. On pourrait même, en poussant la passion un peu loin, aller sur les traces de Tintoret, dans les lieux où il a vécu. C'est ce que va faire Lorena Martin dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous avez bien fait de choisir Europe 1 cet après-midi. Vous êtes chanceux, nous allons à Venise. Et avec Lorena Martin en plus. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Vous êtes à Canareggio, vous déjà là, à Canareggio, dans le quartier natal de Tintoret, qui se situe dans le nord de Venise, et c'est un quartier encore préservé, assez populaire, authentique, plein de charme. C'est un dédale de canaux et de ruelles. Vous avez encore parfois le linge qui sèche entre deux maisons, des églises, des petites boutiques, des cafés. Il faut se perdre dans le Il faut se perdre, exactement. Et vous avez des églises, notamment l'église des Jésuites, le chef-d'œuvre de l'art baroque, mais aussi quelques palais, dont Cadoro, qui date du XVe siècle. C'était un palais du Grand Canal à la façade gothique, avec ses fenêtres en ogive ciselée, ses pinacles et toute cette influence orientale. Cadoro, en vénitien, ça veut dire le palais d'or. Oui, le palais d'or, exactement. Et c'est aussi dans ce quartier que se trouve le plus ancien ghetto du monde. Et oui, bien sûr, le quartier du ghetto à Venise, voilà, passionnant. Puisque la communauté juive est aujourd'hui disséminée dans toute la ville, mais c'est dans ce quartier que se trouvent encore les synagogues historiques du XVIe siècle, car dès 1516, la République de Venise a décidé de regrouper toute cette communauté juive à l'intérieur de ce quartier d'anciennes fonderies, Ghetti en italien et Ghetto en vénitien. Donc, et après, ghetto, oui. C'est vrai. Et ensuite, ce terme va ensuite être adopté partout ailleurs. Alors, où se trouvait la maison même de Tintoret ? Alors, la maison se trouve sur la Fondamenta dei Mori, qui se trouve à quelques mètres de la fameuse place Campo dei Mori. Il a vécu dans cette maison avec sa famille une vingtaine d'années, de 1574 à sa mort en 1594, et la maison ne se visite
visite pas, mais on peut voir quand même la façade qui vaut le détour, puisqu'on y voit, vous savez, la statue d'un 4e mort, qui est un de ces marchands orientaux. Mori, ça veut dire les morts. Hein. Les morts, voilà, ce marchand oriental sculpté qui est coiffé d'un large turban. Et les morts seraient les 3 frères Mastelli, qui étaient venus du Péloponnèse, ces marchands de tissus qui s'étaient réfugiés à Venise au XIIe siècle. Je parlais tout à l'heure de Santa Madonna dell'Orto, en partie décorée par Tintoret, c'était sa paroisse, et c'est là qu'il est enterré en fait. Exactement, il est enterré, sa tombe se trouve dans une chapelle à droite du chœur, et elle est signalée par une plaque, et c'était donc son église, avec sa façade, c'est l'une des plus belles d'ailleurs de Venise, et l'intérieur abrite encore plusieurs œuvres du Tintoret, les peintures du chœur, le jugement dernier à droite, et l'adoration du veau d'or plutôt sur le mur de gauche. Titien, lui, était aussi de ce quartier, donc Canareggio. Il y a vécu de 1531 jusqu'à sa mort, Calle Larga dei Botteri. Donc sa maison a été détruite, mais il y a toujours une plaque qui marque aujourd'hui son emplacement. Et puis Marco Polo aussi était originaire de ce quartier. Sur le Campo dei Milioni, lui, en ce qui le concerne. Un tout petit clin d'œil à une pâtisserie. C'est très difficile pour Lorena de résister à une pâtisserie. C'est la maison de thé Angélina, en l'occurrence, qui a un salon au Luxembourg, au musée du Luxembourg, et qui nous fait une pâtisserie en ce moment. Voilà, éphémère, qu'il a intitulé Vénitien, en hommage bien sûr au Tintoret. Et donc c'est une couleur jaune. C'est une pâtisserie à base d'agrumes, d'amandes et de pain de Gênes. Et l'autre, le grand salon de thé Angélina, il est juste à côté d'un certain musée du Louvre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Bien justement, c'est un retour aux origines qui concerne le Louvre pour cette émission consacrée à l'art aujourd'hui avec Serge Legas. D'où il vient ce nom du Louvre, Franck ? Il y a 2 hypothèses. C'est qu'on dit toujours que c'est à cause des loups que le Louvre était bâti sur un terrain peuplé de loups, loup parent en latin, ce qui donnerait louverie, et le Louvre, ce serait la louverie. En fait, on pense plutôt que Louvre vient d'influence anglo-saxonne. Vous savez, en vieux français, lower, c'était comme tower en anglais, c'était la tour de guet. Et vous savez que au départ, le Louvre, c'est une tour. C'est la tour qui est pointée vers l'Occident pour voir si les Normands n'attaqueraient pas par hasard. Voyez, bon. Et donc, de lower, ça donnait lover, Louvre, et ce serait devenu Louvre. Soyons très honnêtes, on n'en sait rien, en vérité. Il est impossible aujourd'hui de savoir d'où vient exactement ce nom de Louvre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.